Bonjour à tous, je fais une série sur le bâtiment durable en utilisant les Sims. Dans cet épisode, on va parler de biodiversité. Ok, donc nous revoilà sur notre terrain. Je propose qu'on aménage un peu avec des plantes. Alors je vais juste déplacer mon bassin de phytoépuration un peu plus loin pour que j'ai la place. Et puis tiens, je vais mettre une porte-fenêtre aussi pour avoir une sortie directement côté jardin. Alors pour sélectionner nos plantes, on va regarder quelles sont les plantes locales autour de nous. Bon, dans ce monde, j'ai l'impression que c'est un peu du conifère. Là, on a, je sais pas, du hêtre ou je sais pas exactement ce que c'est, on va voir si on l'a. Et puis, en termes de fleurs, on a là ces petites fleurs roses. C'est important d'avoir des plantes locales parce qu'elles sont adaptées au climat et donc elles nécessitent assez peu d'entretien. On n'a pas besoin de les arroser énormément et en plus, ça sert d'abri pour les oiseaux et aussi de nourriture. Pour les oiseaux ou pour tout autre animal. La faune et la flore ont évolué pendant des millions d'années, et donc les animaux, que ce soit pour leur nourriture ou pour leur habitat, sont adaptés aux plantes locales. Si on donne aux animaux des plantes qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas se nourrir de la bonne façon, et donc on entraîne un bouleversement dans la chaîne alimentaire. Ce qu'il faut surtout éviter, ce sont les espèces invasives. Ce sont des espèces qui ne sont pas locales, mais qui prospèrent très facilement, envahissant tout et ne laissant pas la place aux autres espèces. Ou alors, au contraire, certaines espèces prédatrices ne sont plus régulées. Alors on va peut-être mettre aussi un petit banc pour que nos Sims puissent profiter de la nature. Ça a des vertus apaisantes et puis ça va peut-être le reconnecter avec la nature. On peut aussi faire un petit potager où notre Sims pourra planter des légumes de saison par exemple. L'intérêt du potager, c'est qu'il nous nourrit nous, mais il nourrit aussi tout plein d'autres animaux. Et donc ça va attirer une biodiversité intéressante. En plus, ça nous apprend à nous reconnecter avec la nature en jardinant et aussi à se rendre compte de la saisonnalité des fruits et des légumes. Et donc éviter d'acheter des légumes qui sont hors saison, qui eux sont souvent cultivés dans des conditions industrielles et parfois font des dizaines de milliers de kilomètres pour venir jusque dans notre assiette. Aussi, on va mettre une poubelle. Si elle est fermée, ça évite que les animaux ils s'en servent et ils mangent du plastique ou ils rompent la chaîne alimentaire en se nourrissant plus que de la nourriture humaine. Et on peut aussi mettre un petit compost tiens, à côté du potager. Et là, avoir une mare comme j'avais fait à l'épisode précédent, c'est hyper intéressant aussi pour la biodiversité. Donc pour faire une mare dans son jardin, il faut creuser en palier pour pouvoir mettre différents types de plantes qui doivent avoir les racines ou les tiges plus ou moins immergées. Il faut ensuite imperméabiliser le fond, soit avec une bâche, soit avec un bac qui est déjà préfait. Le mieux, ça reste de mettre de l'argile, mais on n'en trouve pas partout, dans toutes les régions, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que généralement, on met plutôt ces bâches plastiques ou ces bacs déjà préfaits. Ensuite, pour les plantes, on va les mettre plutôt dans des sacs en tissu où on va avoir un terreau spécial pour les plantes aquatiques. Et ensuite, on peut aussi mettre ça dans des cages en plastique. C'est un peu plus résistant, ça tient un peu mieux, mais ça consomme du plastique. Toutes les plantes qu'on va mettre vont à la fois avoir un rôle de filtre pour l'eau et d'abri pour les animaux. Et enfin, il faut veiller à ce que les bords soient pas trop abrupts pour que les animaux puissent remonter s'ils tombent. Et on met des petites pierres ou des bouts de bois qui servent à la fois à faire abri et à la fois d'aide pour remonter de la mare. Et dernière précision, il faut que l'emplacement de la mare soit ensoleillé mais pas trop, et pas trop près d'un arbre qui pourrait perdre ses feuilles ou ses aiguilles, parce que la décomposition va altérer la qualité de l'eau. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point une mare, ça peut fédérer en fait plein d'espèces différentes. Et normalement, si c'est bien fait, il n'y aura pas de moustiques parce que les libellules, par exemple, mangent les larves de moustiques. Il y a d'autres animaux aussi qui viennent réguler tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ne pas tondre trop souvent et mettre des fleurs de prairie. Ça permet de faire prospérer les fleurs et les insectes qui peuvent butiner. Ça permet aussi à l'herbe d'avoir plus de racines et donc de mieux absorber l'eau. Aujourd'hui, on a un gros problème d'artificialisation des sols. À force de construire et de mettre des revêtements imperméables, on assèche complètement la terre. C'est un problème pour la biodiversité parce que du coup, on n'a plus d'animaux dans la terre, donc par exemple les vers de terre.
Et donc, on va casser la chaîne alimentaire. Et en plus, les sols ne vont pas se régénérer suffisamment. Et en plus, on a des problèmes d'inondation. Vous avez déjà dû voir que quand on verse de l'eau sur un sol sec, en fait, il est quasiment imperméable. Et donc, quand on a des grosses pluies, cette eau, elle va aller se déverser autre part, c'est-à-dire dans les rivières et dans les canalisations. Et quand il y a trop d'eau, ça déborde. Pour les rivières, elles sortent de leur lit. Et pour les canalisations, on vient amplifier le problème dont j'ai parlé dans l'épisode précédent sur les stations d'épuration qui, elles, débordent. Et donc là, ça pose un problème sanitaire. Alors, un autre truc qu'on peut faire aussi pour l'artificialisation des sols, c'est mettre la maison sur pilotis. Ça permet aux animaux de passer sous la maison et de désartificialiser les sols. C'est pas une technique très courante en France parce que souvent on a des caves et pour des raisons de structure et de normes, c'est un peu compliqué à mettre en place. Et en termes d'aménagement, si on veut mettre une clôture par exemple, il va falloir s'assurer que les petits animaux comme les hérissons peuvent passer en dessous. Parfois, on fait même des petits trous exprès dans les clôtures pour les laisser passer. On peut aussi mettre une haie toute simple et là, il n'y a pas de problème. En termes de lumière extérieure, il faut toujours qu'elle soit orientée vers le bas et qu'elles aient une température de couleur chaude, autour de 2700 Kelvin par exemple. Ça permet d'éviter d'éblouir les animaux nocturnes comme les chauves-souris. De plus en plus en urbanisme, on parle de trames vertes, bleues, brunes et noires. Ce sont des continuités écologiques qui permettent pour les trames vertes aux animaux volants et terrestres de se déplacer, aux trames bleues pour les animaux aquatiques de se déplacer et de s'assurer qu'il y a assez de points d'eau, pour les trames brunes, donc aux animaux terrestres de se déplacer également dans la terre, et pour les trames noires, c'est donc pour les animaux nocturnes qu'ils puissent se déplacer sans être dérangés par la lumière. Et puis on peut mettre aussi quelques abris pour les animaux. En biodiversité, quand on veut effectuer une action, on parle de séquence ERC. Éviter, réduire, compenser. C'est une hiérarchie d'actions à effectuer. Par exemple, avec un arbre malade, on va tout faire pour éviter de le couper. Mais si on ne peut pas, on va tout faire pour réduire ce que l'on coupe. Par exemple, on va enlever un certain nombre de branches, mais on va quand même en garder. Et si on est obligé de le couper, on va compenser en gardant le bois mort pour faire un abri pour les animaux, et on va en replanter un. C'est un peu le même principe que le schéma de négawatts dont j'ai déjà parlé en fait. Pour résumer, pour accueillir de la biodiversité dans son jardin, on a plein d'options. Déjà, avoir recours à des plantes locales et non invasives. Si on a envie, on peut avoir un petit potager ou une petite mare, ça amène beaucoup de biodiversité. On peut éviter de tondre trop souvent. On peut avoir des aménagements pour les petits animaux dans les clôtures pour qu'ils puissent circuler. Si on veut mettre de l'éclairage, il faut toujours le mettre vers le bas et avec une température de couleur chaude. On peut aussi dans notre jardin mettre des petits abris pour des animaux. Et de manière générale, dès qu'on a un projet qui aura un impact, on utilise la séquence ERC pour réduire cet impact. Donc voilà, on a notre maison et notre petit jardin. Cet épisode conclut cette petite série que j'ai faite sur une maison individuelle, mais il y a encore plein d'autres sujets, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez aborder ou quelque chose que je n'ai pas beaucoup approfondi. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère à une prochaine.